Jusqu'où irais-tu pour découvrir la vérité sur tes origines? Sur qui tu es vraiment? Pas la personne que tu présentes au monde, mais celle qui respire dans le silence de tes nuits. C'est une question que je ne m'étais jamais posée, jusqu'au jour où ma vie, que je croyais avoir bâtie pierre par pierre, a été balayée par une seule conversation. Reste jusqu'à la fin, tu verras comment le poids des traditions peut, contre toute attente, devenir des ailes. Alors, si tu es prêt à plonger dans le grand fleuve de la mémoire, like et abonne-toi. Avant que tout ne bascule, ma vie était une œuvre d'art méticuleusement composée. J'étais architecte dans l'un des cabinets les plus en vue de Lagos. Mon univers était fait de verre, d'acier et de lignes épurées, à l'image de mon appartement de Lekki phase 1. Chaque matin, le soleil se levait sur le pont Lekki Ikoyi, et je sirotais mon café, un mélange éthiopien d'un petit torréfacteur local, en contemplant cette vue. C'était mon rituel, ma preuve tangible de réussite. J'avais 28 ans, et j'avais coché toutes les cases de la femme moderne et indépendante. Ma voiture était allemande, mes tailleurs étaient coupés sur mesure, et mon cercle d'amis était un savant mélange d'artistes, d'entrepreneurs et d'expatriés. Nous passions nos vendredis soirs dans des galeries d'art à Victoria Island, débattant de l'avenir du continent, un verre de vin à la main. Ma vie était pleine, vibrante, et surtout, elle était à moi. Je l'avais dessinée, planifiée, construite. Je croyais fermement au pouvoir du choix, à la maîtrise de son propre destin. Le mot « arranger » n'existait pas dans mon vocabulaire, sauf pour parler d'un bouquet de fleurs. Pourtant, sous cette façade impeccable, une fissure invisible grandissait. Parfois, tard le soir, après un dîner animé, le silence de mon grand appartement me semblait assourdissant. Je regardais les lumières de la ville scintiller en contrebas, et une question murmurait dans mon esprit. Et après? C'était une solitude étrange, celle que l'on ressent au milieu d'une foule. Je la balayais d'un revers de la main, la mettant sur le compte de la fatigue ou du stress. Je me persuadais que ma carrière était mon grand amour, que ma liberté était mon unique compagne nécessaire. Je ne réalisais pas que le béton et l'acier avec lesquels je construisais des rêves pour les autres étaient devenus les murs de ma propre forteresse émotionnelle. La pression de la société, je la sentais bien sûr. Les tantes y, lors des mariages de cousins, me demandaient, avec un sourire faussement bienveillant, quand viendrait mon tour. « Adéola, une si belle et brillante jeune femme, tu vas pas laisser toute cette beauté se faner seule ?» Ma mère, plus subtilement, me parlait de ses amies qui devenaient grand-mères. Je répondais par des sourires polis, des promesses vagues, tout en me sentant comme une pièce de musée qu'on voudrait à tout prix dépoussiérer et mettre sous cloche. Pour moi, le mariage était une option lointaine. Un choix qui m'appartiendrait le moment venu, avec un homme que j'aurais choisi, aimé, testé. Pas une obligation contractuelle dictée par des alliances familiales. L'annonce est tombée un dimanche après-midi. C'est toujours un dimanche, n'est-ce pas? Le jour de la famille, le jour du riz jollof et des conversations qui s'étirent. Mes parents m'avaient convoqué dans leur grande maison d'Ikeja, celle où j'avais grandi. L'air était lourd, différent. Ma mère s'agitait dans la cuisine, bien plus que nécessaire. Mon père était assis dans son fauteuil habituel, le silence pesant autour de lui comme un vêtement trop lourd. Il a attendu que je sois assise, que ma mère nous serve un verre de zobo, avant de parler. Ces mots étaient calmes, posés, mais chacun d'eux était un coup de bélier contre les murs de ma forteresse. Il m'a parlé de la famille de son plus vieil ami, la famille Lawal, d'Ibadan, une famille respectable, gardienne des traditions. Il m'a parlé de leur fils aîné, Kolawale, un homme qui avait repris l'entreprise familiale de textile. Un homme bon, travailleur, respectueux. Un homme qu'ils avaient choisi pour moi. J'ai d'abord cru à une mauvaise blague. J'ai ri, un rire nerveux qui s'est brisé dans ma gorge en voyant leur visage grave. Le monde se mit à tanguer. Les lignes épurées de ma vie se sont soudainement tordues dans un nœud inextricable. « Père, nous sommes au XXIe siècle. » J'ai réussi à articuler, ma voix tremblante. Je ne peux pas épouser un inconnu. Mon père a posé son verre. Son regard n'était pas dur, mais chargé d'une tristesse infinie. Adéola, ma fille, nous ne te demandons pas de te sacrifier. Nous te demandons de nous faire confiance. L'amour que tu cherches dans tes livres et tes films, c'est une chose. Mais le respect, le partenariat, la construction d'un héritage, c'en est une autre. Parfois, l'un mène à l'autre. Ma mère a ajouté, ses yeux brillants de larmes contenues.
Nous voulons seulement ton bonheur, ma chérie. Un bonheur durable, pas une flamme qui s'éteint au premier vent. Ce n'était pas un ordre, c'était une supplique. Et c'était pire, c'était le poids de l'amour parental, de la tradition, du devoir filial qui s'abattait sur mes épaules. Je me suis senti trahi, mais aussi coupable. Coupable de vouloir ma propre vie, mon propre chemin. Cette nuit-là, dans mon appartement avec vue, les lumières de Lagos me semblaient froides et lointaines. Ma tour d'ivoire était devenue une cage dorée. La femme qui maîtrisait son destin venait de le voir lui échapper des mains. Le plan était brisé. Et à sa place, il n'y avait qu'un vide béant et le nom d'un homme que je n'avais jamais rencontré. Kolawole. La semaine qui a suivi l'annonce a été un brouillard de déni et de colère. J'ai continué ma routine comme un automate. Le café du matin, les réunions, les plans d'architecte, les dîners avec des amis à qui je ne disais rien. Comment leur expliquer ? Comment leur avouer, à eux qui me voyaient comme une icône de la modernité, que ma vie était en train d'être décidée dans le salon de mes parents ? Chaque soir, je rentrais et j'argumentais. J'ai tout essayé. La logique, les larmes, la rébellion froide, rien n'y faisait. Pour mes parents, ce n'était pas une punition, c'était une bénédiction, un cadeau que je refusais de déballer. Finalement, épuisé, j'ai accepté. Non pas par conviction, mais par lassitude, et par cet amour filial profondément ancré qui me rendait incapable de briser leur cœur. J'ai accepté de le rencontrer. La première rencontre, l'Idounou, a été organisée chez nous. Ce n'était pas un simple rendez-vous, c'était un événement. La maison bourdonnait de l'énergie de mes tantes et cousines, préparant des montagnes de nourriture. L'odeur des épices, du riz jollof, de la soupe égoussie flottait dans l'air. On m'a habillé comme une poupée précieuse dans un hiro et bouba de soie bleue. Le tissu lourd et magnifique me semblait être un costume, une armure. J'étais étrangère dans ma propre maison, dans ma propre culture. Quand la famille Lawal est arrivée, c'était comme assister à une procession royale. Ils étaient vêtus d'assaut hockey doré, le tissu tissé à la main scintillant sous la lumière. Ils marchaient avec une dignité tranquille qui me déstabilisait. Et au milieu d'eux, il y avait Kolawole. Il était plus grand que je ne l'imaginais, avec des épaules larges et un visage au calme imperturbable. Il n'avait rien du prince charmant de mes rêves. Il n'était pas non plus le campagnard rustre que j'avais secrètement redouté. Il était insondable. Ses yeux, sombres et profonds, se sont posés sur moi un instant, sans jugement, sans flatterie, juste une observation tranquille. L'après-midi s'est déroulé selon un protocole ancestral. Une Alaga Ijuku, une sorte de maîtresse de cérémonie, orchestrait les présentations avec des chants, des proverbes et des plaisanteries. Je me sentais comme une actrice dans une pièce dont je ne comprenais pas le texte. Je répondais aux questions, je souriais, je servais les boissons, tout en criant à l'intérieur. Mon esprit analysait tout avec la précision froide d'un architecte. La façon dont il parlait, avec un léger accent d'Ibadan, la façon dont il écoutait son père avec un respect presque déférent. Tout en lui semblait crier tradition, devoir, conformité. Tout ce que j'avais passé ma vie à fuir. Et nous avons eu droit à 5 minutes de conversation privée, sur la terrasse, sous le regard vigilant de ma tante préférée. Le silence était pesant. C'est moi qui l'ai brisé avec une question stupide sur son entreprise. Il a répondu, poliment, simplement. Puis il m'a posé une question. « Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail ?» J'ai été surprise. Je m'attendais à ce qu'il me demande si je savais cuisiner. Je lui ai parlé de la lumière, de l'espace, de la façon dont un bâtiment peut changer la vie des gens qui l'habitent. Il a écouté, hochant la tête. Son regard ne me quittait pas. Mais je n'y ai vu aucune étincelle, aucune passion, juste de la politesse. Les jours suivants ont été une série de rendez-vous maladroits. Il m'emmenait dans des restaurants où je n'allais jamais, des endroits calmes et familiaux. Il parlait peu. J'essayais de le provoquer, de lui parler de politique, de féminisme, de mes ambitions. Il écoutait, toujours, mais ses réponses étaient mesurées, prudentes. Je me sentais comme si je parlais à un mur. Mes amis étaient divisés. Bissola, ma meilleure amie, avocate et féministe acharnée, était horrifiée. « Tu ne peux pas faire ça, Adé, c'est ta vie, fuis », me disait-elle. Mais Tenny, qui s'était marié jeune, me conseillait la patience. Parfois, les choses les plus solides se construisent lentement. Regarde au-delà de ce qu'ils te montrent.
J'étais perdu entre ces deux mondes. Un soir, il m'a emmené dîner dans un restaurant très chic de Victoria Island. Clairement un effort pour me plaire. La soirée était, comme d'habitude, polie et ennuyeuse. J'étais résigné, fatigué de me battre. Alors que nous attendions le dessert en silence, j'ai sorti mon téléphone pour lui montrer, par pur désespoir, les premières ébauches d'un projet qui me tenait à cœur. Un centre culturel pour des jeunes artistes à Makoko, le quartier surpiloté de Lagos. C'était un projet audacieux, complexe. Je m'attendais à un compliment poli. Au lieu de ça, il a froncé le sourcil. Il a pris le téléphone, a zoomé sur un détail du plan. « C'est ingénieux », a-t-il dit, sa voix soudainement différente, plus engagée. La façon dont tu utilises les matériaux locaux pour la ventilation naturelle, ça respecte l'environnement tout en étant moderne. Mais tu as pensé à l'orientation des pilotes par rapport au courant dominant de la lagune pendant la saison des pluies. Mon grand-père construisait des bateaux. Il disait toujours que l'eau a une mémoire qu'il faut savoir lire. Je l'ai dévisagé, stupéfaite. Il ne s'était pas contenté de regarder l'image. Il avait lu le plan. Il avait compris l'intention, la complexité, et avait posé une question d'une pertinence technique incroyable. Pour la première fois, je n'ai pas vu l'homme traditionnel et silencieux. J'ai vu un esprit vif, un observateur attentif. Une petite fracture est apparue dans le mur de mes préjugés. Ce n'était pas un coup de foudre, loin de là. C'était juste un instant de connexion inattendue, un mini cliffhanger dans le récit monotone de notre cours. En rentrant chez moi ce soir-là, je me sentais encore plus perdu. C'était presque plus simple quand je le détestais purement et simplement. Cette lueur d'intelligence, cette profondeur inattendue, compliquait tout. Elle me forçait à me demander si la personne que je jugeais depuis des semaines n'était pas elle aussi un plan complexe que je n'avais pas encore appris à lire. La machine du mariage était lancée et rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Chaque semaine apportait son lot de rituels et de préparations, m'entraînant plus profondément dans un monde que je ne connaissais qu'en surface. Mon agenda, autrefois rempli de réunions de chantier et de vernissage, était désormais rythmé par des essayages de tenues traditionnelles, des dégustations de menus pour des centaines d'invités et des rencontres avec la mère de Kolawole, Iyakola. Iyakola était l'incarnation de la matriarche Yoruba, une femme d'une 60aine d'années dont la douceur cachait une volonté de faire. Au début, je la voyais comme ma geôlière en chef, celle qui veillait à ce que je me plie à toutes les coutumes. Elle m'a convoqué pour discuter de l'Eru Iaou, la liste des cadeaux que la famille du marié offre à la famille de la mariée. J'étais mortifié. Pour moi, c'était une transaction, l'achat d'une épouse. J'ai tenté de protester, de dire que c'était archaïque, que je n'avais besoin de rien. Iyakola m'a écouté patiemment, un léger sourire aux lèvres. Puis elle a pris ma main. Ses mains étaient douces, mais fortes. « Adéola, ma fille », a-t-elle commencé, sa voix comme un boom. « Ce ne sont pas des biens que nous achetons. Chaque objet sur cette liste est un symbole, une prière. Le bagage de tissu, c'est pour que tu ne manques jamais de quoi te vêtir, pour que ta dignité soit toujours couverte. Le miel, pour que votre vie soit douce. Le sel, pour qu'elle ait de la saveur. L'huile de palme, pour apaiser les frictions. Ce n'est pas un prix, c'est un poème que nous écrivons pour votre futur. » Ces mots ont démantelé ma colère. Elle ne m'imposait pas une règle, elle me transmettait une sagesse. Pour la première fois, j'ai vu cette tradition non pas comme des chaînes, mais comme des fils. Des fils qui reliaient le passé au futur, les familles entre elles, et qui tissaient une couverture de protection et de vœux sur notre union. Lentement, ma perspective a commencé à changer. La cérémonie de fiançailles traditionnelle, l'Igbeyaou, n'était plus un spectacle absurde, mais un drame vivant et puissant. J'ai dû goûter le poivre alligator, atare, pour la fertilité, la noix de kola, obi, pour la longévité. Chaque geste avait un sens, chaque parole était une incantation. Et au milieu de tout ça, il n'y avait que la houlée. Il était dans son élément. Il naviguait ses traditions avec une aisance qui me fascinait. Il riait avec ses oncles, saluait les anciens avec le respect approprié, participait au rituel sans aucune gêne. Je l'observais et je voyais un homme profondément enraciné, un homme qui savait d'où il venait. Un soir, alors que je croulais sous le stress du mariage et d'une échéance critique au travail, il est venu me chercher au bureau. Je ne l'attendais pas. Il a vu les cernes sous mes yeux, les maquettes éparpillées partout. Sans un mot, il a commencé à ranger.
Il m'a préparé un thé, a écouté mes frustrations professionnelles pendant 1 heure. Il n'a pas offert de solution miracle, mais sa présence calme et solide était un ancrage dans la tempête. « Tu portes trop de poids sur tes épaules », m'a-t-il dit simplement. « Laisse les autres t'aider. Laisse-moi t'aider. » Ce soir-là, en le regardant, une nouvelle émotion a fait surface. Pas encore de l'amour, mais une forme de tendresse, de gratitude. Et avec elle, la peur. La peur de m'attacher à cet arrangement, de perdre le contrôle, de devenir dépendante de cette force tranquille qu'il représentait. C'était plus terrifiant que de le détester. Le passé, cependant, n'avait pas dit son dernier mot. Quelques semaines avant le mariage, mon ex-petite amie, Femi, est réapparue. Femi était tout ce que Kolawole n'était pas. Un artiste conceptuel, charismatique, impulsif, vivant à 100 l'heure. Notre relation avait été une passion dévorante, faite de hauts et de bas, et s'était terminée parce que je désirais une stabilité qu'il ne pouvait m'offrir. Il a appris pour mon mariage et est débarqué dans mon bureau comme une tornade. Un mariage arrangé, Adeola, toi, la femme la plus indépendante que je connaisse? Ne fais pas ça, c'est une prison. Viens avec moi, partons à l'étranger, vivons notre art, soyons libres. Il représentait tout ce que je pensais vouloir. La passion, l'imprévu, la rupture avec les conventions. Son offre était une porte de sortie, une validation de la femme que j'avais été. J'ai regardé Femi avec son énergie chaotique et séduisante, et j'ai pensé à Kolawole, à sa présence silencieuse et solide. D'un côté, une promesse de feu d'artifice, de l'autre, la promesse d'un feu de cheminée. Il y a 1 an, je n'aurais pas hésité une seconde. J'aurais suivi Femi. Mais ce jour-là, pour la première fois, le feu d'artifice me semblait éphémère et le feu de cheminée incroyablement précieux. Je lui ai dit non, fermement. En le regardant partir, j'ai senti que je ne disais pas seulement adieu à un homme, mais à une version de moi-même. Une version qui croyait que l'amour devait toujours être un ouragan pour être réel. J'avais choisi la montagne, et je ne savais pas encore si j'étais capable d'atteindre son sommet. Mais pour la première fois, j'avais envie d'essayer de grimper. Le mariage a été un tourbillon somptueux de couleurs, de musique et de monde. 2 jours de festivités, une cérémonie traditionnelle et une blanche, comme on dit. J'ai joué mon rôle à la perfection, souriant jusqu'à avoir mal aux joues, acceptant les félicitations et les bénédictions. Mais à l'intérieur, j'étais anesthésié. Et puis, le silence. Le silence de notre nouvelle maison, une belle villa à Ikoyi, que nos 2 familles avaient offerte. Un espace immense, moderne, que j'aurais dû adorer. Mais les murs me semblaient froids, les pièces trop grandes. Nous étions 2 étrangers partageant un code postal. Les premiers jours, nous nous croisions. Il partait tôt pour l'usine de textile, je rentrais tard du bureau. Nous mangions en silence, chacun absorbé par son téléphone ou ses pensées. Le lit conjugal était un territoire immense et glacial, un océan nous séparait chaque nuit. La femme forte et indépendante que j'étais s'était fritée. Je me sentais terriblement seul. Mes amis m'appelaient, me demandant des détails sur ma nouvelle vie. Je mentais. Je décrivais un bonheur de façade, trop fier pour admettre que mon mariage était un échec silencieux. Je me réfugiais dans le travail, enchaînant les nuits blanches, repoussant le moment de rentrer dans cette maison silencieuse. Kolawole, lui, restait une énigme. Il était toujours poli, prévenant. Il s'assurait qu'il y avait à manger, que ma voiture avait de l'essence. Des gestes pratiques, concrets, mais dépourvus de toute chaleur apparente. Il ne me posait pas de questions, ne cherchait pas la conversation. Son silence était un mur que je ne savais pas comment franchir. Était-il déçu? S'ennuyait-il? Me méprisait-il? Je n'en avais aucune idée. Le point de rupture est arrivé un soir, environ 1 mois après le mariage. J'avais perdu un appel d'offres majeur, un projet sur lequel je travaillais depuis presque 1 an. C'était un coup terrible, non seulement professionnellement, mais aussi personnellement. Ce projet était ma dernière bouée de sauvetage, le dernier vestige de l'ancienne Adeola, celle qui réussissait tout. Je suis rentré à la maison, brisé. Je me suis enfermé dans notre chambre, et là, tout a lâché. Le barrage a cédé. J'ai pleuré. Pas des larmes silencieuses et dignes. Des sanglots rauques, incontrôlables. Je pleurais pour mon projet perdu, pour la vie que j'avais abandonnée, pour la femme que j'avais l'impression d'avoir trahie. Je pleurais ma solitude, ma peur, mon ressentiment.
J'ai sorti une vieille boîte à chaussures de sous le lit. À l'intérieur, des photos de ma vie d'avant. Des voyages, des remises de diplômes, des soirées folles avec Bissola, des photos de Fémi et moi. Je regardais mon propre visage souriant sur ces photos et je ne me reconnaissais plus. C'était qui cette fille insouciante? Où était-elle passée? C'est à ce moment-là que j'ai touché le fond. Le monde intérieur dont j'avais si peur s'est ouvert sous mes pieds. Ma plus grande crainte n'était pas le mariage arrangé lui-même, c'était d'avoir perdu mon identité, d'être devenue une coquille vide, une épouse définie uniquement par son statut. J'avais l'impression d'avoir renié tous mes combats, toutes mes convictions. Cola-Volée a dû entendre mes sanglots. La porte s'est ouverte doucement. Je l'ai vu s'arrêter sur le seuil, son visage habituellement si calme traversé par une expression d'inquiétude. Il a vu la boîte de photos ouverte, mes épaules secouées par les pleurs. Je m'attendais à de la colère, du mépris, ou pire, de la pitié. Au lieu de ça, il est entré, a fermé la porte, et s'est assis par terre, à quelques mètres de moi. Il n'a rien dit pendant un long moment, me laissant l'espace de pleurer. Quand mes sanglots se sont calmés, il a parlé, sa voix basse et douce. « Je suis désolé, Adéola. » Je levai la tête, surprise. « Désolé pourquoi? C'est moi qui... » Il m'a interrompu. « Je suis désolé de ne pas avoir su comment te parler, de t'avoir laissé seul dans cette grande maison. La vérité, c'est que j'ai aussi peur que toi. » Son aveu m'a laissé sans voix. Lui? Peur? L'homme si calme et si sûr de lui? Depuis le jour où nos pères ont décidé de notre union, je me suis demandé comment un homme comme moi pourrait jamais suffire à une femme comme toi. Tu es comme un aigle, tu construis des choses qui touchent le ciel. Moi, je ne fais que tisser du fil, comme mon père et mon grand-père avant moi. Chaque jour, je rentre ici et je te vois si brillante, si distante, et je me dis que je ne suis qu'un poids qui t'empêche de voler. Il a ensuite parlé une histoire que je n'aurais jamais pu deviner. Il m'a parlé de ses parents. De l'extérieur, ils étaient le couple modèle, mais en privé, son père était un homme autoritaire qui avait étouffé les rêves de sa mère. Elle avait voulu être enseignante, mais il l'avait forcée à rester à la maison. J'ai vu la lumière s'éteindre dans les yeux de ma mère au fil des années, a-t-il dit, une douleur palpable dans sa voix. Je me suis juré que je ne serais jamais cet homme, alors j'ai laissé tranquille. Je me suis dit que te donner de l'espace, c'était te donner la liberté que ma mère n'a jamais eue. Je ne voulais pas t'imposer quoi que ce soit. Mais dans la peur de devenir comme mon père, je suis devenu un étranger pour ma propre femme. Les façades se sont écroulées. Le mur de silence entre nous n'était pas fait de désintérêt ou de mépris, mais de peur. Sa peur de m'étouffer, ma peur d'être étouffé. Nous étions deux personnes terrifiées, chacune prisonnière de sa propre cage. Juste au moment où ce fragile pont de vérité se construisait entre nous, le téléphone de Cola-Volée a sonné. C'était son oncle. Le ton de sa voix a instantanément changé. J'ai compris à son visage que quelque chose de grave venait de se passer. Il a raccroché. Son visage était un masque de cendres. Il y a eu un incendie dans un de nos entrepôts à Idaban. La moitié du stock pour la prochaine collection est partie en fumée. La crise venait de frapper à notre porte, menaçant de détruire le pont que nous venions à peine de construire. L'odeur de la fumée semblait avoir voyagé depuis Ibadan jusqu'à notre maison à Ikoyi. La nouvelle de l'incendie a gelé l'instant de vulnérabilité que nous venions de partager. Cola-Volée était dévasté. Ce n'était pas seulement une perte financière, c'était l'héritage de sa famille qui était menacé. J'ai vu la panique dans ses yeux, mais aussi une détermination farouche. L'ancienne Adéola aurait offert des condoléances polies et se serait retirée, considérant que ce n'était pas son problème. Mais l'homme qui venait de me montrer son âme n'était plus un étranger. Son fardeau était, d'une certaine manière, devenu le mien. « Je pars pour Ibadan à l'aube », a-t-il dit, déjà en train de mettre des affaires dans un sac. « Je viens avec toi », ai-je répondu sans réfléchir. Il s'est arrêté, m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu dans ses yeux non pas de la surprise, mais de la gratitude. Le trajet en voiture vers Ibadan s'est fait en grande partie en silence, mais ce n'était plus le même silence. C'était un silence de camaraderie, un silence de préparation au combat. Arrivé sur place, le spectacle était désolant. L'entrepôt n'était plus qu'une carcasse noircie. L'odeur de brûlé était partout. La famille Lawal était réunie, les visages sombres. J'ai vu le père de Cola-Volée, un homme que j'avais toujours trouvé si imposant, sembler soudain vieux et fatigué.
La situation était pire que prévu. L'incendie avait détruit non seulement le stock, mais aussi des métiers à tisser anciens, irremplaçables. L'assurance ne couvrirait qu'une fraction des pertes. Les commandes des clients importants allaient être annulées. L'entreprise, pilier de la famille depuis 3 générations, était au bord de la faillite. Pendant 2 jours, j'ai observé. J'ai écouté les conversations paniquées, les suggestions désespérées. Kolawale travaillait sans relâche, essayant de sauver ce qui pouvait l'être, de rassurer les employés, de négocier avec les fournisseurs. Il était un leader naturel, mais il était submergé. Et j'ai réalisé que j'avais quelque chose à offrir. Pas la sagesse des traditions, mais la clarté de la logique et de la stratégie. Le 3e soir, j'ai demandé à Kolawale et à son père de s'asseoir avec moi. J'ai étalé mon ordinateur portable sur la table du salon. Pendant les dernières 48 heures, j'avais analysé leur modèle économique, leur chaîne d'approvisionnement, leur gestion des stocks. Le problème n'est pas seulement l'incendie, l'aurais-je dit calmement. C'est un symptôme. Votre système de gestion est obsolète. Vous dépendez trop d'un seul lieu de stockage. Votre distribution n'est pas optimisée. J'ai projeté des graphiques, des plans. J'ai proposé un plan de restructuration complet. Décentraliser le stockage, mettre en place un système de gestion informatisé, lancer une plateforme de vente en ligne pour toucher directement les clients à l'international, en mettant en valeur l'histoire et l'artisanat de leur tissu. Au début, son père était sceptique. Ce sont des méthodes de Lagos. Ici, nous travaillons sur la confiance, la poignée de main. Mais Kolawale écoutait. Il voyait la logique. Il traduisait mes concepts modernes dans un langage que son père pouvait comprendre. Baba, elle ne dit pas d'abandonner nos valeurs. Elle dit de leur donner une nouvelle pirogue plus solide pour naviguer sur le fleuve d'aujourd'hui. Nous avons travaillé ensemble, jour et nuit. Mon esprit d'architecte, capable de voir la structure globale, et son esprit d'artisan, connaissant chaque fil du tissu, se complétaient parfaitement. Nous formions une équipe. Dans le feu de l'action, les barrières sont tombées. Nous rions de fatigue à 3 heures du matin. Nous débattions passionnément d'une clause de contrat. Nous partagions des assiettes de hamala dans de petits restaurants locaux. Je découvrais un homme passionné, intelligent, avec un sens de l'humour subtil. Il découvrait une femme qui n'était pas seulement une intellectuelle froide, mais une partenaire loyale et acharnée. Avant de présenter notre plan final aux investisseurs et à la famille élargie, la mère de Kolawale a insisté que nous allions voir le chef de famille, le patriarche, Baba Elekuro. C'était un vieil homme de plus de 90 ans, dont les yeux avaient vu passer un siècle. Il nous a reçus dans la cour de sa maison ancestrale, sous un grand manguier. Kolawale lui a expliqué la situation, notre plan, nos espoirs. Le vieil homme nous a regardé longtemps, puis a demandé qu'on lui apporte 4 segments d'une noix de kola, une obi abata. C'était un rituel de divination simple, une façon de demander la bénédiction des ancêtres. Il a jeté les morceaux de noix au sol. 2 faces ouvertes, 2 faces fermées. Il a souri. « Équilibre », a-t-il dit. « La tradition et le futur, l'homme et la femme. Les ancêtres approuvent, mais le travail reste le vôtre. » Ce n'était pas de magie, c'était une affirmation, un encouragement. Alors que nous étions assis là, sous le manguier, Kolawale s'est tourné vers moi. L'admiration dans son regard était si intense qu'elle me fit retenir mon souffle. Il s'est penché, a murmuré en Yoruba, sa voix vibrante d'une émotion nouvelle, « Iwa Niade Orimi, tu es la couronne sur ma tête. » Ce n'était pas une déclaration d'amour hollywoodienne, c'était plus profond. C'était une reconnaissance, un couronnement. Il ne me voyait plus comme un aigle qu'il craignait de retenir au sol, il me voyait comme la couronne qui complétait sa royauté, qui élevait son être. Mon cœur a fait une embardée. Toute la confusion, toute la peur, tout le ressentiment des derniers mois se sont dissous dans la chaleur de son regard. Ce soir-là, de retour dans la chambre d'amis que nous partagions, le silence était différent. Il était rempli de tout ce qui n'avait pas été dit. Il s'est approché de moi, a doucement pris mon visage entre ses mains. « Adéola », a-t-il murmuré, comme s'il prononçait mon nom pour la première fois. Et il m'a embrassé. Ce n'était pas un baiser de politesse ou de devoir, c'était un baiser qui racontait toute notre histoire. La maladresse du début, la peur, la découverte, le respect et enfin cet amour puissant et inattendu, né des andres d'un entrepôt et forgé dans la collaboration. En répondant à son baiser, j'ai compris. L'amour n'était pas un ouragan qui détruisait tout sur son passage. C'était un tissage patient,
un fil de tradition et un fil de modernité, s'entrelaçant pour créer un tissu plus solide et plus beau que l'un ou l'autre n'aurait pu l'être seul. Notre plan a fonctionné. L'alliance de ma vision stratégique et de la réputation de la famille Lawal a convaincu les banques et rassuré les clients. Nous n'avons pas seulement sauvé l'entreprise, nous l'avons transformée. Cole Awale a mis en place la boutique en ligne et je lui ai dessiné le design d'un nouvel atelier boutique à Lagos, un espace qui était à la fois un hommage à la tradition du tissage et une œuvre d'architecture contemporaine. C'était notre premier projet commun, notre premier enfant de briques et de fils. En travaillant côte à côte, nous sommes tombés amoureux, jour après jour. Un amour calme, profond, qui n'avait rien à voir avec les passions fiévreuses que j'avais connues. C'était un amour basé sur un respect mutuel, une admiration pour les forces de l'un et une tendresse pour les faiblesses de l'autre. J'aimais son calme qui apaisait mon anxiété. Il aimait mon feu qui le poussait à voir plus grand. La maison d'Ikoyi, autrefois si froide et silencieuse, s'est remplie de vie, de nos rires, de nos débats animés, de l'odeur du café le matin et du son de la musique qu'il aimait, un mélange de vieux high life et de jazz. L'immense lit n'était plus un océan, mais une île où nous nous retrouvions chaque soir. Un jour, en rangeant, je suis retombé sur la boîte de photos de mon ancienne vie. Je l'ai ouverte. J'ai regardé le visage de cette jeune femme souriante et ambitieuse. Je ne ressentais plus de nostalgie ou de regret. Je lui ai souri, avec une sorte de tendresse. Elle n'était pas perdue. Elle n'avait pas été trahie. Elle avait simplement grandi. Elle avait appris que l'indépendance ne signifiait pas être seule, mais être assez forte pour construire un nous sans se perdre. Elle avait appris que les racines n'étaient pas des chaînes, mais des fondations sur lesquelles on pouvait construire encore plus haut. L'histoire que je te raconte aujourd'hui, c'est la mienne, celle d'un mariage arrangé que j'ai haï de toutes mes forces et qui est devenu le socle de mon plus grand bonheur. Elle répond à la question que je posais au début, jusqu'où irais-tu pour te trouver ? Parfois, le chemin le plus inattendu, celui que l'on nous impose, nous ramène plus sûrement à nous-mêmes que celui que nous avions si méticuleusement tracé. Il y a un proverbe yoruba qui dit « Apeko ajeko, ontio koni loyeni ». Cela signifie « Nous apprenons tard, nous comprenons tard, ce qui nous enseigne est ce qui nous convient ». Mon conseil pour toi, si tu te sens perdu entre les attentes des autres et tes propres désirs, c'est de ne pas rejeter en bloc ce que tu ne comprends pas. La tradition n'est pas toujours une prison. Parfois, c'est une vieille carte au trésor. Apprends à la lire. Et souviens-toi que la vraie liberté, ce n'est pas de n'avoir aucune attache, mais de choisir les liens qui te rendent plus fort. Commente. Quelle tradition as-tu d'abord jugée avant de la comprendre ? Raconte-moi ton histoire. En attendant, prends soin de toi.